Alors, on y va maintenant pour la leçon sur la compatibilité. La compatibilité, donc, c'est la seconde leçon du dernier chapitre. Tester et débugger une page. Donc, on va pouvoir lire tout ça, c'est plutôt de la lecture et de l'explication ici, pour un peu mieux comprendre et vous donner une sorte de culture G développement web. Gérer la compatibilité entre les navigateurs. Le web et notamment le langage CSS, alors les technologies du web et notamment le langage CSS, sont basées sur des normes définies par certains organismes. Le W3C pour le CSS et pas mal d'autres technologies, le WhatWG pour l'HTML, ECMAScript pour le JavaScript. L'organisme qui gère entre autres le CSS se nomme le W3C. Avant, il gérait à la fois l'HTML et le CSS, maintenant juste le CSS. C'est à partir de ces normes que les développeurs des navigateurs vont implémenter toutes les fonctionnalités nécessaires à l'affichage d'une page à partir des fichiers, données et données fournies. Ça, il faut bien le comprendre, c'est à partir de ces normes que les développeurs vont développer les navigateurs. Donc en fait, le W3C par exemple, transform. Donc là, on va voir tout ce qui est en rapport avec transform et le W3C. Ce sont des normes en fait, ce sont des descriptions de ce que ça devrait faire quand on utilise la propriété transform. Et donc vous avez toutes sortes de descriptions et en général de vocabulaire technique très complexe ou assez complexe pour expliquer tout ça. Voilà. Donc ce sont des règles à suivre, ce sont des normes, mais ensuite au niveau des implémentations, finalement, on a quand même une grande liberté, on peut faire pas mal de choses. Oui, il faut que ça fasse ça quand on applique transform translate sur x 200, il faut que ça bouge de 200 pixels sur x, mais les algorithmes d'implémentation de tout ça, la façon dont on va implémenter tout ça, eh bien, ça peut être fait de plein de manières différentes. Voilà. Et donc c'est ce qui permet de rendre le web compétitif entre les navigateurs afin de proposer les meilleurs produits. Ce qu'on va voir juste après. Ok, donc de ce fait, un langage n'appartient à personne, chaque navigateur essaye d'implémenter une solution au mieux, en fonction des normes mises en place. Cela a pour but de faire fonctionner la concurrence, afin que les navigateurs proposent des solutions innovantes, rapides, maintenables, et qu'ils se remettent en question si leur produit est obsolète. Voilà. Donc toujours des mises à jour, toujours tenter d'implémenter des nouvelles normes, etc., etc. Malheureusement, Google domine de plus en plus le marché des navigateurs, ce qui fait qu'il sera bientôt la seule référence d'implémentation des normes web. En gros, ils pourront faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule personne qui implémente ces normes, bon, finalement, elle peut faire un petit peu ce qu'elle veut, parce que de toute façon, il n'y a qu'elle. Donc, que vont dire les normes finalement? Elles vont pas dire grand-chose, vous faites ce que vous voulez, puis vous pouvez même vous mettre à créer vos propres normes, c'est un petit peu ce qui se passe aussi. Certains trouvent cela pratique car ça signifie moins de travail pour gérer la compatibilité entre les différents navigateurs, d'autres parlent de monopole et des problèmes que ça induit. Voilà un peu, donc je n'ai pas d'autre chose à dire sur ça. Faut-il toujours gérer la compatibilité, pas la comptabilité, la compatibilité? Oui, encore aujourd'hui donc, et pour encore longtemps, il va falloir continuer à faire attention au rendu de vos pages web sur les différents navigateurs. Donc à l'heure où j'écris, ces lignes Chrome gèrent 65,3% des utilisateurs de navigateurs, Safari 18,3% et Firefox 3%. Et ensuite il y a d'autres navigateurs comme Brave, comme ce genre de choses. Ces trois navigateurs ont encore certaines différences au niveau du rendu des éléments et de certaines fonctionnalités. Il faut donc tester les pages des sites qu'on met en ligne sur ces trois navigateurs en priorité. Voilà, donc les tests en priorité pour la compatibilité, c'est Chrome, Safari et Firefox. Ça veut pas dire qu'il faut... donc concernant les autres navigateurs justement, ils sont nombreux à être basés sur le même projet open source créé et utilisé par Chrome, Chromium. Ok, sachant que Chromium est basé sur Blink, qui est basé sur WebKit, et que Safari est aussi basé sur WebKit, et c'est pour ça que les vendors fonctionnent sur les deux. Mais bref, je vous conseille de pas trop vous prendre la tête avec, la compréhension dans le détail absolu de comment les navigateurs fonctionnent, vraiment dans un détail très profond, et au niveau des moteurs, etc., c'est bien s'y connaître un petit peu, mais il faut pas non plus perdre trop de temps là-dedans, je vous le dis, parce que je suis allé lire la doc de Blink, etc., et c'est quand même très complexe, surtout que si vous débutez. Ok, ainsi, Opera, Edge, Brave, et Yandex et autres sont tous basés sur Chromium, d'accord, créé par Chrome, réduisant grandement les différences de rendu entre ces navigateurs, et surtout les différences de compatibilité avec des propriétés, des méthodes, etc. Vu qu'ils sont basés sur Chromium, s'il y a une propriété qui fonctionne sur Chrome, elle va fonctionner sur les autres. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de différence de rendu, parce que même quand vous utilisez un moteur comme ça de rendu, vous pouvez le personnaliser, faire vos propres personnalisations, mais bon, globalement, il y a beaucoup moins de problèmes de compatibilité.
Attention cependant, l'utilisation de Chromium reste personnalisable, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est génial vu que c'est écrit juste après, et certains navigateurs feront le choix de prioriser telle ou telle fonctionnalité, d'utiliser la mémoire d'une certaine façon, ou encore de créer un style par défaut unique pour les boutons, liens et les inputs. Donc vous voyez, malgré une utilisation commune d'un moteur de rendu, eh bien il y a toujours des potentielles différences. Il faut donc, après avoir testé les 3 principaux navigateurs différents, s'occuper quand même des navigateurs basés sur le même logiciel de départ, Chromium. Exemple d'éléments s'affichant souvent, différemment suivant les navigateurs. Donc oui, là on parle vraiment du style par défaut, donc c'est plutôt logique. Enfin, vraiment, ils vont juste essayer de donner un style différent. Mais de toute façon, je pense qu'on va en parler après. Vu qu'on utilise un reset CSS ou une normalisation CSS, eh bien justement, ces resets et ces normalisations ont pour but de gommer ces différences visuelles. Donc, c'est pas vraiment un problème, mais on peut quand même voir que c'est assez différent. Et notamment, les différences, on va dire, importantes, et là où ça peut poser problème, c'est au niveau des widgets un peu spéciaux comme Input Range par exemple. On l'a vu précédemment déjà, je pense qu'on va le revoir ici. C'est assez dur de le styliser, et notamment de le styliser suivant tous les navigateurs, pour que ça ait le même rendu sur tous les navigateurs. Ça, c'est assez complexe, et ça reste assez différent. Ok. Ensuite, les fonctionnalités expérimentales et les préfixes vendeurs. Donc juste si vous voulez voir la différence ici, ouvrez ça avec Firefox par exemple et vous verrez la différence, ou avec Edge ou quoi que ce soit. Donc les fonctionnalités expérimentales et les préfixes vendeurs. Les propriétés et les valeurs passent par plusieurs stades avant d'être normalisées, implémentées par tous les navigateurs. Historiquement, historiquement, lors de la phase expérimentale d'une propriété, les navigateurs étaient autorisés à prendre en compte cette dernière en forçant les développeurs à rajouter un préfixe avant la propriété ou la valeur. Exemple, quand Transform est sorti, eh bien on rajoutait WebKit Transform si on voulait que ça fonctionne avec tous les navigateurs basés sur WebKit de base. Voilà, c'est-à-dire à la fois Safari mais aussi Chrome et Chromium, et donc tous les navigateurs qui utilisent Chromium. Voilà, donc WebKit, il y avait Moz pour Firefox Mozilla, O pour Opera, etc. Cela permettait aux développeurs de tester de nouvelles propriétés. Alors ça le permet toujours vu que ça existe toujours, mais vous allez voir que c'est en train de se faire supprimer. Mais ça pouvait aussi induire des risques dans les sites où elles étaient utilisées, car ces propriétés pouvaient provoquer des bugs. Voilà, donc on pouvait l'utiliser, et on peut encore, certaines propriétés sont encore préfixées aujourd'hui, mais vu qu'elles restaient expérimentales, ça pouvait provoquer pas mal de bugs, et ensuite il y avait des sites qui dépendaient de ces propriétés, et donc s'il y avait un changement dans ces propriétés-là, ça pouvait casser certains sites, ce qui est mauvais pour justement la compatibilité. Quand on développe des normes comme ça, il faut essayer de pas briser ce qui a déjà été créé. C'est ça aussi qui est très dur, c'est un vrai casse-tête pour les développeurs de normes CSS par exemple, c'est de créer des choses qui ne vont pas casser les sites qui ont été créés en 2015, en 2009, en 2006, etc. Donc penser tout ça de manière rétroactive, c'est très 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 complexe. Depuis quelques années, ce système de préfixes a été abandonné, mais il en reste encore beaucoup. Les préfixes correspondent à des navigateurs ou à des familles de navigateurs. WebKit, Chrome, Safari, et donc Chromium on va dire ici, c'est-à-dire Edge, Brave, etc. Moz pour Firefox, O pour Opera, alors sachant que pour des anciennes versions d'Opera, maintenant Opera utilise Chromium aussi. Et puis MS pour Internet Explorer, mais ça on n'a plus besoin de coder pour Internet Explorer. Et Edge pour les versions avant que Edge utilise Chromium. Voilà. Donc tout est en train de se faire phagocyter par Chromium, si vous voyez ce que je veux dire ici. Désormais, les navigateurs permettent aux développeurs d'utiliser des fonctionnalités expérimentales seulement en cochant une case spéciale. Pour Chrome, elle se trouve à cette adresse-là. Si vous copiez-collez ça dans votre Chrome, dans votre navigateur Chrome, vous allez voir que vous pouvez activer les fonctionnalités expérimentales. Donc ça évite en fait d'utiliser des fonctionnalités préfixées, et ça permet de faire des tests un peu plus facilement, et ça pose moins de risques en fait, moins de problèmes. Alors on va encore en voir pendant longtemps des préfixes vendeurs, parce qu'il y en a encore, il y a des propriétés qui utilisaient ça encore juste il y a quelques années, donc en général ça prend parfois pas mal de temps pour certaines propriétés d'être parfaitement acceptées, et en attendant voilà, ça peut toujours exister. Voilà, mais à terme, si vous suivez ce cours, je ne sais pas, dans 10 ans, eh bien, potentiellement, vous ne verrez plus ce genre de choses pour les propriétés, mais attention, vous pouvez toujours les voir pour les fonctionnalités non standards. Qu'est-ce que c'est ? Parfois, les navigateurs mettent en place de leur côté des techniques permettant de styliser certaines parties de l'UI, User Interface, donc l'interface. Ces fonctionnalités sont présentes sous la forme de pseudo-classes, pseudo-éléments, propriétés, valeurs, et elles utilisent le même modèle que les préfixes vus au-dessus. Ces fonctionnalités non standards ne sont pas vouées à disparaître, mais elles restent assez rares.
Et donc justement, on en a une fonctionnalité non standard, alors normalement dans le lesson style ici. Vous voyez que j'ai utilisé ça. C'est une fonctionnalité non standard. Ça ressemble à un pseudo-élément comme ça. C'est un pseudo-élément non standard. Et donc là, vous pouvez faire CTRL-clic, ça va vous ouvrir la page associée. WebKit Slider Thumb. Et ça vous met expérimental déjà ici. Et en plus, specification not part of any standard. Donc ça fait pas partie d'aucun standard en fait. Voilà. Donc c'est vraiment Chrome qui s'est dit ok, je vais rajouter ce pseudo-élément moi-même de mon propre chef. Et ça va permettre de styliser comme ça les input range plus facilement. Ok. Donc ça par contre c'est pas, j'ai pas eu oui dire, je vais dire, j'ai pas entendu que ça allait disparaître. Mais ça reste assez rare. En général c'est pour des éléments un peu complexes, des inputs souvent, ou ce genre de choses. Ok, et donc ça veut dire que ça, oui, il faut l'utiliser. On l'avait vu précédemment dans un exemple précédent. Pour Firefox, par exemple, il faut en utiliser un autre qui, en général, a un nom proche mais un peu différent. Voilà, donc il faut faire attention à tout ça. Ok, allez, ça fait déjà un petit moment que je parle. On va finir la vidéo. Ouais, il y a encore pas mal de choses à dire. Donc on finira tout ça dans la prochaine vidéo. Posez-moi des questions si vous en avez. Là, on est vraiment sur des vidéos un peu théoriques, pratiques, culture G, on va dire. Allez, on continue. À tout de suite.